Monsieur Halim Ben Attala, bonjour. Bonjour. Une troisième partie est devenue inévitable à cause de l'actualité internationale et dans votre pays, l'Algérie. Cette troisième partie s'impose aussi pour répondre aux souhaits de beaucoup d'abonnés de notre plateforme, à qui je présente d'ailleurs mes plates excuses pour le petit problème de son. Je promets de fournir les efforts nécessaires pour trouver une solution efficace et pérenne. Je rappelle, Monsieur Halim Ben Attala, que vous êtes un ancien diplomate algérien. Vous avez été ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, en Autriche, mais aussi en Belgique, auprès du Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne. J'ai souvenir aussi que lors de votre première partie, j'ai dû forcer pour savoir que vous avez été aussi ministre délégué ou secrétaire d'État en charge de la communauté algérienne à l'étranger. Exact. Auriez-vous quelque chose à rajouter après les deux premières parties de votre immersive avant de passer à cette troisième et dernière partie? Bien, écoutez, d'abord, je vous remercie pour de me donner l'occasion de faire des commentaires de plus en relation avec l'actualité d'aujourd'hui, mais aussi en relation avec avec les considérations que j'ai développées dans les deux premières immersives. Et je me suis rendu compte au passage que j'ai eu une lacune dans la présentation. Une lacune relative à mon CV et qui a dû laisser comprendre que peut-être que mes sources n'étaient pas suffisantes. Alors ma source, elle est unique, c'est uniquement mon expérience professionnelle. Et je n'ai pas cité, j'ai omis de citer la dernière fois que j'ai été pendant 8 années représentant de l'Algérie auprès de l'OTAN. Et avant cela, à Alger, avec des collègues du service diplomatique et des officiers, nous étions aussi en charge, j'étais aussi en charge, avec leur collaboration, de la mise en place du dialogue de l'Algérie avec l'OTAN. Donc, cela me fait une pratique sur l'OTAN d'environ une douzaine d'années. Donc, je reviendrai sur cela, mais auparavant, permettez-moi de faire, si je puis dire, une digression introductive. Après notre conversation de la dernière fois, je me suis attardé en quelque sorte sur le côté marketing diplomatique de l'Ukraine. Et j'ai observé, comme tout le monde, que le président ukrainien, acteur d'origine, président qui avait joué le rôle de président anticorruption, j'ai eu l'impression qu'il jouait un nouveau rôle de président héros dans un conflit qui pourrait bien le dépasser. Il y a toute une mise en scène scénique, une mise en scène médiatique qui me laisse penser que tout cela a été réfléchi, que le président Zelensky est toujours accroché à son smartphone, comme il y avait des scènes qui avaient été étudiées afin de le rendre le plus sympathique possible, héros, presque hollywoodien. Et donc, comme tout acteur dans une grande chorégraphie géopolitique comme celle-là, eh bien, les acteurs vont et viennent, ce qui m'amène à penser que deux déclarations au moins qui m'ont un peu surprise, mais dans la bouche d'un acteur, ce ne serait pas étonnant. D'abord, c'est les appels implicites ou explicites, peu importe, ça a été démenti par la suite par les services diplomatiques de Kiev, les appels à des frappes nucléaires. Tactique ou pas tactique, là n'est pas le plus important. Ensuite, tout dernièrement, il a dit en direct que la sécurité du monde, la sécurité d'Europe se jouait à Kiev. Je me suis dit, donc la sécurité d'un Maasai au Kenya, la sécurité d'un Tamoul
au Sri Lanka, la sécurité d'un Algérien de l'Arba'a en Algérie est entre les mains de ce monsieur. À mon avis, et ajouter à cela l'incident ou le sabotage du pont de Crimée, qui a déclenché une surenchère, un engrenage qu'il lui sera difficile de contrôler, puisque par la suite, les Russes ont riposté par des bombardements. Et alors, la question est la suivante. Jusqu'à quand le président jouera-t-il ce rôle? Et est-ce qu'à un certain moment, les États-Unis ne penseraient pas à changer de tactique, ou à changer de stratégie, à changer d'homme, pour compter sur un homme plus responsable? Ça ne m'étonnerait pas outre mesure, parce que, comme vous l'avez vu, quand les Américains ont décidé de se retirer d'Afghanistan, ils ont négocié secrètement à Doha avec les talibans et n'en ont pas informé leurs alliés et ont pris la décision unilatérale de se retirer, ce qui a fait dire à un responsable, me semble-t-il, au ministre de la Défense allemand, que c'était une des grandes défaites de l'OTAN. Donc, la question des acteurs en présence se pose, et concernant l'Ukraine, c'est un point clé. Je reviens à présent à ce que vous m'avez dit sur le volet OTAN. Oui, pendant 8 années, j'ai été représentant de l'Algérie à l'OTAN, donc j'ai une petite expérience sur cela. Et vous savez, je le redis encore une fois, le métier de diplomate, c'est un métier d'équipe. Ça n'est pas un one-man show qui se joue sur une scène à Kiev, c'est un métier de professionnel. Et dans l'exercice de mes fonctions, parce qu'à l'OTAN, c'est un dialogue politico-militaire, ça n'est pas simplement un dialogue d'ambassadeurs comme cela se passe à l'Union européenne, où les débats sont souvent très académiques et parfois sans lendemain. À l'OTAN, c'est une autre paire de manches. Donc, le dialogue est direct et il y a intérêt à ne pas parler langue de bois. Et il faut avoir le soutien de ses collaborateurs et aussi des officiers qui sont à vos côtés. Donc, j'avais à mes côtés des officiers plus jeunes que moi, bien formés, parlant anglais, et l'avantage comparatif pour un ambassadeur d'Algérie est que ces officiers parlaient aussi le russe. Et donc, cela constitue un avantage, cela a constitué une valeur ajoutée dans la mesure où j'étais secondé par des officiers supérieurs qui connaissaient la mentalité russe. Donc, il y avait cette complémentarité qui était très, très importante. Alors, quand dans les discussions avec l'Alliance, si vous me permettez, je ferai d'abord un petit historique sur le dialogue méditerranéen de l'Algérie. L'Algérie l'a rejoint en 2000, alors que ce dialogue méditerranéen avait démarré en 2015 et sans l'Algérie. Donc l'Algérie a été politiquement ostracisée, mis sur le banc de la scène euro-méditerranéenne en quelque sorte, parce que nous étions dans une situation difficile. Et voyez-vous, mon expérience auprès des Européens a été souvent décevante, parce que quand nous étions, en tout cas en ce qui nous concerne, en difficulté, les Européens, d'une manière générale, pas simplement de l'OTAN, mais d'une manière générale, se proposaient de nous aider, d'aider l'Algérie. Mais en même temps, au moment où l'Algérie essayait de maintenir la tête hors de l'eau, eh bien, dans les faits, nos partenaires avaient plutôt tendance à nous mettre la tête dans l'eau. Et c'était des moments très, très difficiles à négocier. Alors, à l'OTAN, l'Algérie est arrivée en retard en 2000. Nous n'avons rien fait pour. C'est l'OTAN qui est venu vers nous, qui nous a sollicités. Et nous sommes entrés dans un dialogue politico-militaire à un double niveau.
à un niveau multilatéral, c'est-à-dire entre les 6 pays arabes d'un côté, plus Israël face aux 27 pays de l'OTAN, et de notre côté, sur un plan bilatéral, où nous discutions des aspects de coopération au niveau chef d'état-major, au niveau des services d'échange de renseignements tout à fait courant. Et dans le volet bilatéral, bien entendu, c'était le programme de coopération qui était discuté. Maintenant, sur le plan multilatéral, il est important, il était non moins important, parce qu'avec l'Alliance, nous avions des discussions sur les sujets d'actualité, un partage d'informations et un partage d'évaluation. La différence de ce type de dialogue comparativement à l'Union européenne, c'est qu'à l'OTAN, les conversations sont toujours présidées par le secrétaire général en personne. Ce n'est pas un ambassadeur, c'est le secrétaire général en personne qui préside, qui conclut. Et entouré de hauts officiers, des officiers du SHAPE, donc du commandement militaire, du secrétariat international, donc du secrétariat politique, et les échanges sont très francs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a intérêt à ne pas pratiquer la langue de bois, sinon on ne se fait pas écouter. Alors, et c'est mes souvenirs sont bons, hein, Monsieur Benatala. oui. Je parle sous votre contrôle. Dans les années 2000, quand votre pays, l'Algérie, a entamé ses négociations ou son dialogue méditerranéen avec l'OTAN, le secrétaire général était un Britannique, hein, c'était le baron Robinson, George Robinson, ou quelque chose comme ça. Oui, Robinson, oui, effectivement. Oui, si vous deviez dire un mot par rapport à sa personnalité, puisque vous le rencontriez régulièrement dans le cadre de ce dialogue, que diriez-vous? Non, avec lui, nous sommes arrivés en fin de mandat. C'était un moment où il est arrivé en fin de mandat, et il avait accueilli le président de la République pour 2 visites au quartier général de l'OTAN, mais pas avec l'Alliance. C'était un dialogue, une rencontre presque de courtoisie, mais qui n'a pas empêché d'aborder des discussions de fond. Et à l'époque, la question essentielle, c'était le terrorisme, après 2001. Et le dialogue, l'objectif de notre côté était de leur dire, vous voyez, on vous avait dit, vous ne nous avez pas écouté, le terrorisme a frappé dans votre porte. Alors, et bien souvent, du côté européen, particulièrement du côté de l'Union européenne, ils revenaient vers l'Algérie un peu compatissants, disant oui, en effet, vous aviez raison, on s'est trompé dans notre évaluation, maintenant aidez-nous. Mais quand on leur demandait de nous aider, ils ne nous aidaient pas. Donc c'était des formes d'aide tout à fait sélectives et des fois assez rhétoriques. Exemple très simple, illustration simple. Si vous reprenez les déclarations de l'époque du ministre, du président, en particulier pendant cette décennie 90, il était demandé de démanteler les réseaux qui étaient implantés en Europe. Mais les Britanniques en particulier disaient on ne peut pas le faire, nous n'avons pas le corps législatif, nous n'avons pas les lois suffisantes pour le faire. De même, c'était le même argument partout. Mais quand les attentats de 2011 sont arrivés, brusquement, toute l'Europe s'est mobilisée et un corps législatif s'est mis en place. Et non seulement il s'est mis en place, mais la loi américaine a développé un arsenal législatif d'extraterritorialité qui faisait qu'il pouvait se permettre de faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, avec ou sans l'autorisation des autres. Donc, mais le secrétaire général, son successeur, c'est son successeur qui est venu à Alger pour une visite. Bien, mais sur le plan pratique, parce que je me situe sur le plan du métier d'ambassadeur, sur le plan pratique, dans les discussions avec les 27,
j'ai en mémoire deux moments importants qui étaient assez marquants et qui ont eu leur influence sur les positions que l'Algérie a prises par la suite vis-à-vis du dialogue méditerranéen et par-delà en direction de l'OTAN. Première illustration, il s'agit d'un dialogue multilatéral présidé par le secrétaire général, à un moment où les États-Unis étaient en train de développer leur funeste projet de Grand Moyen-Orient qui a déstabilisé et charcuté le Moyen-Orient. Et c'était un projet bilatéral, c'était un projet national qu'ils ont voulu par la suite transplanter dans le dialogue méditerranéen. Et alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu des désaccords entre nous. En aucune manière nous ne souhaitions être associés à cela, de quelque manière que ce soit sur le plan politique et encore moins sur un plan pratique, c'est-à-dire quand on dit sur le plan pratique, dans la terminologie militaire de l'OTAN, c'est la coopération militaire sous plusieurs formes. Cela peut aller de la formation à de l'observation sur le terrain. Et alors, au cours de l'une de ces séances, au nom de l'Algérie, j'avais exprimé des réserves. Donc que l'Algérie était là, c'était un point de vue partagé par les autres pays arabes, que l'Algérie était là dans un dialogue dont les termes de référence étaient clairement définis, et qu'il n'était pas question d'entrer dans une stratégie américaine en direction du Moyen-Orient. Et sur un plan pratique, la divergence, au-delà de cet aspect diplomatique, les divergences ont porté sur un plan plus pratique. Et il s'agissait d'approuver un projet qui était formulé par les États-Unis d'implantation d'un centre au Moyen-Orient. Évidemment, cela n'entrait pas dans le cadre du dialogue méditerranéen, mais cadré avec la stratégie américaine de Grand Moyen-Orient. Alors, exprimant le point de vue de réserve de l'Algérie, l'ambassadrice des États-Unis, qui en général, ambassadeur américain en général dans ce dialogue, s'exprime peu. Quand il s'exprime à la fin. Il ne dit pas beaucoup de choses, mais ce qu'il dit a du poids. Et ça aide à donner la direction en quelque sorte au débat. C'est pour cela que dans la première émission, je disais qu'il faut toujours se référer la boussole européenne se référera toujours au cap de Washington. Et alors, l'ambassadrice des États-Unis, une dame bien sûr, s'exprimant à la fin, m'a répondu indirectement pour me dire que ceux qui ont des réserves n'empêchent pas les autres d'avancer. Parce que les choses étaient dites d'un côté et de l'autre. Le secrétaire général de l'OTAN élégamment avait résumé pour dire que le sujet restait ouvert, qu'il n'y avait à l'évidence pas de consensus. Et bien entendu, le consensus atlantique s'est fait entre les 27 pays membres, s'est fait progressivement, et nous autres pays méditerranéens, eh bien, partagé, le point de vue de l'Algérie partagé aussi par les autres pays arabes, je le souligne, eh bien, de notre avis, il n'a pas été fait cas. Deuxième illustration, pour vous dire comment les choses se passent et à quel point parfois on dialogue, on s'écoute sans toujours s'entendre, ou alors lorsqu'on se fait entendre, on ne retient que ce qui correspond à la doctrine en place. Alors, il s'est agi toujours dans ce cadre dans le contexte de cette stratégie américaine du Grand Moyen-Orient, quand les débats au sein de l'Alliance ont commencé, et je dois dire que le débat était démocratique, jusqu'à ce que l'hégémonisme américain mette un point final aux discussions et décide de ce qu'il y a lieu de faire. Donc le débat était démocratique, j'en avais écho.
Le débat aussi était démocratique avec les pays méditerranéens jusqu'à ce que les Américains décident qu'il en sera différemment. Et alors, il était intéressant de voir que les pays européens, méditerranéens en particulier, qui étaient très réservés sur ce projet de Grand Moyen-Orient américain, partageaient notre point de vue, mais n'osaient pas l'exprimer ouvertement. Alors, ce qui se passait, c'était un jeu subtil. Donc, un certain nombre de pays méditerranéens, européens de la Méditerranée venaient auprès de nous, nous encourageaient à formuler des réserves afin qu'il y ait une espèce de, comment dirais-je, pas de front commun, mais disons d'un semblant de consensus qui irait contre le projet américain. Sauf que pendant les débats, je les voyais agir autrement. Donc, nous avions des consultations privées, en général des déjeuners auprès de l'un ou de l'autre. Déjeuners, je le mentionne, auxquels l'ambassadeur de France n'était jamais convié. Ce n'était pas nous qui organisions ce type de consultation privée, c'était toujours un Européen. Et donc, l'ambassadeur de France, donc je me souviens, n'était pas convié pour je ne sais quelle raison. Vous vous êtes jamais demandé, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il n'était pas convié à ces rencontres? Bon, écoutez, j'ai une idée, mais je n'oserais pas l'exprimer Alors, allez-y, continuez. dans ce contexte-là. Alors, nos amis européens qui nous ont encouragés à résister au projet américain, eh bien, pendant le débat, s'exprimaient un peu dans le même sens, mais de manière feutrée. Mais quelques temps après, une fois que la décision au sein de l'Alliance a été prise d'appui au projet américain, eh bien, c'est normal. Ils ont viré de bord, mais ça fait partie de la règle du jeu. Évidemment, quand il y a consensus interne sous leadership américain, eh bien, ils ont changé d'avis. Mais cela ne m'offusque pas, c'est comme cela que cela fonctionne. Troisième illustration, qui m'a un peu, je dois dire, personnellement sidéré, c'était une conjoncture dure de l'offensive israélienne à Gaza. Les massacres à ciel ouvert, indignation universelle. Le dialogue méditerranéen en a été impacté. Et donc, pays arabes membres de ce dialogue ont levé le pied pendant cette conjoncture. Donc, il y a eu très peu de contacts, presque pas de dialogue, et la coopération était réduite à son plus bas niveau. Et alors, dans ces circonstances, j'ai voulu en savoir plus, en tout cas sonder les partenaires de l'Iran sur leur attitude. Alors, j'ai eu un entretien très privé avec un membre du secrétariat international. Vous dit, écoutez, si cela continue, vous ne dites rien, vous fermez les yeux, vous laissez Israël qui est à nos côtés faire ce qu'il veut, et en même temps, dans notre dialogue, vous nous parlez des valeurs. Alors, il faut nous entendre. Est-ce que cela va continuer comme ça? Et si cela continue comme ça, cela risque d'impacter le dialogue méditerranéen et baisser le niveau de confiance que nous avons construit depuis le début. La réponse de mon interlocuteur a été la suivante. Comme nous étions un peu familiers, que c'était autour d'un déjeuner, il m'a dit, écoute Halim, ne t'en fais pas, ça va passer et les choses vont reprendre leur cours. Cela signifiait, le message induit pour nous, fermer les yeux et n'entendre rien. Bien entendu, je n'étais pas surpris, mais quand même sidéré d'une certaine forme de cynisme ordinaire interétatique. C'est aussi comme ça que cela fonctionne. Alors, sauf que bien évidemment, de notre côté, l'Algérie, on n'a pas pu fermer les yeux
et on est resté attentif, et cela, je dois le dire, a impacté dans une certaine mesure les progrès qui ont été faits jusque-là en matière de dialogue, de sécurité et de défense avec l'OTAN. Voilà, donc ça c'était un peu sur le complément que je voulais apporter sur, sur la faiblesse dont j'ai fait montre au sujet de mon CV, et du volet que cela recouvrait dans la relation avec l'OTAN. Alors, maintenant, si je puis embrayer, si vous le permettez, sur l'actualité en relation avec l'Union européenne et le conflit en cours de l'OTAN, eh bien, Moi, j'ai envie, si vous me le permettez, bien sûr, monsieur l'ambassadeur, oui, moi j'ai envie qu'on s'attarde un tant soit peu sur les relations entre l'Algérie et l'OTAN. Et je vous poserai la question de savoir comment vous les évaluez aujourd'hui, hein. Vous parliez d'une certaine période, le début du dialogue. On est en 2000, 2001, 2002, 2003. J'ai lu sur un média très sérieux, pour pas le nommer, l'American Business Insider. Il dit que l'OTAN, hein, l'Organisation du traité de l'Atlantique, a qualifié récemment l'Algérie de risque pour la sécurité de l'Europe. C'était donc, comme je le disais, dans un document confidentiel qui a été dévoilé par le Business Insider, et que l'alliance politico-militaire, donc je parle de l'OTAN, a précisé dans ce document, l'alliance c'est une chose et l'OTAN c'est une chose. pardonnez-moi, C'est une chose et l'OTAN c'est une chose, allez-y. j'ai pas très bien compris. L'alliance Oui. atlantique, c'est l'organe politique, c'est une chose, et l'OTAN c'est une autre, c'est une autre. Bon, mais allez-y. Oh, non, 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 je ne confonds pas. Quand je parle de l'Alliance, je parle de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, je ne parle pas de l'Alliance, etc. Donc, ils pensent que ça s'est passé au mois de juin 2022, donc on est bien après l'invasion de la Russie de l'Ukraine, et que la menace provient des livraisons de gaz algérien aux pays de l'Europe du Sud, et plus particulièrement à l'Espagne. Enfin, c'est une histoire de dire qu'il y a un risque que l'Algérie utilise ces livraisons de gaz comme moyen de pression politique, à l'instar de la Russie. Je ne sais pas. Et puis, tout récemment, hein, il y a eu un peu quelque chose comme 27 sénateurs américains qui ont demandé aussi de revoir un peu, de faire bouger les choses en Algérie. J'aimerais vraiment, franchement, vous entendre sur ce sujet-là. Bien écoutez, cela ne m'étonne pas, ça. Pareille évaluation ou pareille perception de l'Algérie, comme des autres pays méditerranéens au sud de la Méditerranée d'ailleurs, n'est pas nouveau. C'est une mise à jour de l'actualité. Je vous ai dit la dernière fois que dans le dernier document stratégique de l'Union européenne, le Maghreb était de nouveau perçu comme une menace, une source d'instabilité. Nous avons la même représentation de notre côté, à savoir que l'Union européenne peut constituer aussi une source d'insécurité pour nous, et que si menace il y a, elle ne viendrait ni de la Chine, ni de la Russie, ni du Congo, ni du Brésil. Elle viendrait forcément de nos voisins du Nord. Et là, peut-être que je reviendrai plus tard sur ce sujet-là. Donc, cela n'est pas tout à fait nouveau, mais en réalité, je mets ça sur le compte d'une paranoïa de sénateurs américains dont la culture géopolitique, vous en conviendrez, ou même des connaissances géographiques, sont très souvent limitées. Il est inutile de revenir sur un lapsus commis par un chef d'État américain à ce sujet. Donc,
Vous me faites rappeler, je ne sais qui avait dit un jour que les Américains devaient faire la guerre à un pays pour savoir où il se situe géographiquement. Voilà, voilà. Vous m'avez compris, bravo. Donc, je mets ça, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance comment dirais-je, chez les parlementaires américains en particulier. Mais de ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Européens, Américains réfléchissent dans une forme de l'entre-soi. Et donc, c'est toujours dans un sens unilatéral, univoque, sans nuance, brutal, mais qui n'est pas toujours confronté à la réalité. D'ailleurs, c'est l'erreur stratégique qui est en train d'être faite vis-à-vis de la Chine. Les Américains ou le commun des sénateurs pensent que c'est le Parti communiste chinois, que la stratégie chinoise résulte d'une stratégie du Parti communiste chinois. J'ai lu quelques spécialistes de la Chine qui disent que cela est inexact. C'est une résurgence de l'Empire chinois et cela remonte à 2000 ans, à une civilisation millénaire et pas simplement à une décision du Parti communiste. Donc ce genre d'évaluation géostratégique se répète, elles sont récurrentes et elles font prendre aux Américains et même aux Européens des décisions tout à fait erronées. Alors, pour illustrer encore ce que je dis, j'ai écouté attentivement certains débats, mais après je me suis déconnecté tant il y avait de grossières erreurs. J'ai écouté d'éminents spécialistes dire que l'OTAN n'intervenait pas hors du champ atlantique. Écoutez, cela m'a paru, venant de gens intelligents, cela m'a un peu sidéré. Il suffit simplement d'aller sur le site de l'OTAN pour voir que l'OTAN est au Kosovo, que l'OTAN est en Afghanistan, dont il s'est retiré. Et il serait intéressant d'ailleurs de voir sur le site de l'OTAN de quelle manière ce retrait de l'OTAN a été formulé. La débâcle de l'OTAN n'est pas, évidemment, ça je le comprends, la débâcle n'est pas mentionnée, mais il est simplement dit que cette décision a été prise à la suite de la défaite des forces afghanes. Évidemment, une réalité complètement édulcorée, mais bon, ça, je le comprends aussi. Toujours est-il qu'en écoutant certains spécialistes dire que l'OTAN n'interviendrait pas, sauf mise en œuvre de l'article 5. L'article 5 qui est, si je puis dire, en simplifiant les choses, c'est un peu la formule de D'Artagnan, un pour tous, tous pour un. Et alors on dirait que l'OTAN n'interviendrait pas. Donc cela est tout à fait inexact. L'OTAN est intervenue d'abord, je le rappelle, en Algérie. L'OTAN est intervenue en Libye sous plusieurs formes. L'OTAN a eu des forces militaires au Kosovo, en Afghanistan. Et alors, ma conclusion a été que voilà des gens intelligents, des spécialistes qui récitent un pense-bête américain, tout simplement, pour justifier ce qui se passe. Alors, quand c'est un comment dirais-je, un partenaire, un de leurs homologues russes, ils le taxent de propagandiste, mais ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi, de mon point de vue, dans ma perception personnelle à moi, ils sont aussi dans le rôle d'un propagandiste, et alors ils ne s'empêchent pas de dire des énormités. Alors voilà, je pense que sur ce volet, autant on en a assez dit. Monsieur Benatella, quand vous dites que l'OTAN était intervenue en Algérie, vous voulez aller beaucoup
plus loin, c'est-à-dire au temps de la guerre de libération, c'est ça, entre les années 50 et 60. Mais pourtant, Monsieur Ben Attallah, pourquoi cet acharnement? Puisque l'Algérie, votre pays, n'a eu de cesse, et encore récemment d'ailleurs, hein, de la bouche du chef d'état-major de l'armée algérienne, hein, le général de corps d'armée, Monsieur Chanegria, il a été très clair devant un très haut gradé de l'OTAN en visite en Algérie, hein, tout récemment, quand il lui a rappelé le principe de neutralité de l'Algérie devant les conflits internationaux. Donc je recommence, pourquoi cet acharnement? Mais écoutez, c'est de la, comment dirais-je, c'est de la politique de grande puissance. Je n'attribue plus à cela à de l'acharnement. Ils reviendront à la charge autant de fois que possible pour avoir des alliés auprès d'eux. Donc l'Algérie étant un pays important dans la région, avoir la compréhension, la sympathie ou le soutien sous une forme ou sous une autre, diplomatique, mais surtout militaire, de l'Algérie, bien entendu, ce serait un point, une carte importante qu'ils auraient jouée. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois, très souvent, ils nous écoutent sans nous entendre. Et donc, ça fait des années que le même message est répété. Cela fait des années, et même quand le dialogue de l'OTAN a été entamé, les termes de référence étant clairs et la limite, notre limite dans le dialogue et la coopération ont été bien déterminés et qu'il est inutile qu'il revienne à la charge pour demander à l'Algérie d'outrepasser sa propre doctrine et d'entrer dans un système d'alliance qui n'est pas du tout dans sa doctrine. Donc voilà. Cela ne m'étonne pas et cela se répétera. Et ils auront la même réponse. Monsieur Ben Attallah, vous vouliez aussi dire un mot par rapport à l'actualité, mais avant, pardonnez-moi, laissez-moi me corriger moi-même en pensant comme ça, parce que à l'époque, j'étais déjà correspondante et je couvrais tous les dialogues de l'OTAN avec la Méditerranée du Sud. Et j'avais dit qu'à l'époque, le secrétaire général était, je crois que j'avais dit le Lord George Robinson, alors qu'il était plutôt pas un lord mais un baron, mais c'est important pour lui. Et c'est George Robertson. Je voulais juste apporter cette correction. Un mot encore sur l'actualité avant d'aller plus avant par rapport à cette troisième partie? Écoutez, j'aimerais revenir, faire quelques considérations, trois considérations en particulier sur des éléments d'actualité en relation avec l'Union européenne. D'abord, comme je l'ai fait sur l'OTAN, en mentionnant, en rappelant dans un premier temps mon expérience personnelle et l'expérience que nous avons eue à plus haut niveau dans nos relations avec l'Union européenne, qui me fait percevoir les déclarations actuelles du commissaire Borrell en particulier sous un jour très particulier. Alors, je vais évoquer une circonstance très particulière pendant les années difficiles. 1998, je pense, l'Union européenne avait, c'est comme ça que je l'avais fait formuler à l'époque dans un rapport interne, l'Union européenne avait préparé une descente ou un débarquement, c'est ce que j'avais dit à l'époque, de la Troïka européenne à Alger pour venir nous demander des explications sur ce qui se passait en Algérie, dans un climat d'hystérie anti-algérien, alors que la lutte battait son plein contre le terrorisme. Ils ne trouvaient rien d'autre que venir un petit peu nous enfoncer. Et alors cette troïka, ce qu'on appelle troïka européenne, elle était composée du secrétaire d'État allemand, de la secrétaire d'État autrichienne, qui est devenue plus tard commissaire
aux relations extérieures et de la politique de voisinage, et du commissaire aux relations extérieures qui était espagnol. Alors, ils sont venus décider à nous demander des comptes. Bien évidemment, du côté du gouvernement, du chef de l'État, du ministre, le service diplomatique, tout le monde était préparé à cela. Et la première chose qui m'a surpris et qui fait que depuis, je vois avec une certaine ironie les déclarations pompeuses des hauts responsables européens. Alors, au cours des débats, le secrétaire d'État britannique dit à notre ministre, je précise, secrétaire d'État britannique, président en exercice pour le semestre de l'Union européenne, et il dit, s'adressant à notre ministre, il lui dit, écoutez, l'Union européenne n'est pas compétente en matière de terrorisme. C'est un dialogue qui la dépasse. Je vous invite à venir à Londres. Nous sommes, voulait-il dire, mieux outillés que l'Union européenne et le dialogue sera plus intéressant. Sauf que il y avait implicitement, j'ai trouvé, une forme de cynisme, puisque le secrétaire d'État britannique savait fort bien que Londres était à ce moment-là une base de propagande, en particulier une base de propagande de terroristes. Alors, c'était assez intéressant de voir le président en exercice de l'Union européenne dire à notre ministre ne nous prenez pas au sérieux, mais venez à Londres, on va discuter entre nous. C'est très intéressant. Deuxième élément, donc cette troïka qui descend en 1998 nous demander des comptes, a commis l'imprudence d'aller sur le terrain des Nations Unies et de certains pactes dont nous étions signataires. Et je crois qu'à ce moment-là, ça a été l'erreur qu'il ne fallait pas faire, parce que notre ministre, expert des Nations Unies, chevronné dans la matière diplomatique et dans les négociations politiques de haut niveau, je me rappelle, et je n'ai pas trouvé d'autre formule pour le dire, il a roulé dans la farine la troïka européenne, qui ne savait pas quoi dire, qui était visiblement non seulement sous-informé de ce qui se passait chez nous, c'était assez étonnant, mais peu informé aussi des mécanismes de fonctionnement des Nations Unies. Alors, à ce niveau-là, pareille méconnaissance, je dirais, d'éléments basiques que j'ai appris à l'ENA, au moment dans la phase d'apprentissage du métier, eh bien, c'était assez surprenant. Alors, après cela, ils n'avaient plus de cartouches de réserve, et ils ont dû se retirer et retourner chez eux les bras ballants. Ils comptaient venir décrocher des commissions d'enquête, etc., et un certain nombre, et nous forcer à accepter une aide que nous n'avions pas demandée. C'est cela le cynisme alimentaire, le cynisme de l'aide aussi, à nous forcer d'accepter ce que nous n'avions pas demandé, mais ce que nous demandions n'était pas acceptable pour eux. Et alors c'est comme ça que souvent les dialogues se terminent dans l'impasse. Ça, c'était un rappel. J'ai fait ce rappel en corrélation avec les dernières déclarations, les déclarations du commissaire Borrell. Cela m'a surpris quand même de l'entendre dire, il y a quelques jours, devant un journaliste courtois, suisse, très courtois, respectueux, qui n'a pas forcé la dose dans les questionnements, mais dans une de ses réponses, il avait dit qu'il n'accepterait que l'action de la Russie n'était pas acceptable du point de vue de la civilisation. C'est énorme comme déclaration. Il confirme peut-être qu'il s'agit d'un conflit civilisationnel. Il se range à la doctrine américaine d'un conflit eurasiatique, et cela signifie implicitement que
Tolstoï et les autres grands écrivains russes ne font pas partie de la civilisation à laquelle il fait référence. Et alors, c'était assez, je veux dire, c'était assez étonnant. Donc, dans son esprit, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg ne fait pas partie de l'alliance, de la civilisation occidentale dans le sens où il l'entend. Cela signifie aussi qu'il admet qu'il y a une civilisation russe distincte avec laquelle il y a incompatibilité et avec laquelle il y a conflit. De la part d'un commissaire européen, j'ai trouvé que c'était plutôt imprudent de tenir un langage pareil. Deuxième chose qui m'a un peu sidéré. Si je puis me permettre, Monsieur Benatala, pas n'importe quel commissaire européen, Josep Borrell est aussi le haut représentant de la politique étrangère de l'Union européenne, une sorte de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Oui, vous faites bien de le dire. À ce moment-là, vous me tendez la perche pour dire un peu plus. Il est non seulement responsable de la politique européenne de sécurité, mais aussi de défense. Sauf que dans ses déclarations, il s'est improvisé en ministre de la Défense, qu'il n'est pas, de l'Union européenne. Lorsqu'il déclare qu'il anéantirait, que l'armée russe serait anéantie au cas où, eh bien, d'abord, ce n'est pas, me semble-t-il, dans ses prérogatives d'aller aussi loin. Je ne sais pas si les chefs d'État lui ont donné ce mandat pour aller aussi loin. En tout état de cause, il n'est pas ministre de la Défense de l'Union européenne. Et en deuxième lieu, j'aurais souhaité qu'il aille au Kremlin et qu'il y ait un entretien avec le président de la Fédération de Russie et qu'il dise ces choses-là, y compris que la volonté ou son souhait à lui de traduire le président de la Fédération de Russie devant la Cour pénale internationale, eh bien, j'aurais souhaité que, au lieu qu'il le fasse devant un journaliste très courtois, eh bien, qu'il fasse porter le message en allant à Kremlin et d'avoir une discussion. Sauf que, bien évidemment, il se heurterait à un traitement très particulier. Il se serait heurté à un traitement très particulier, comme l'a été un président français, comme l'ont été deux présidents français, ou aussi comme a été traitée Madame von der Leyen lors de son entretien avec le président Erdogan, lorsqu'elle a pu trouver un siège pour discuter avec le président. Alors à l'époque, je fais cette parenthèse, si vous le permettez. Le scandale a été que le président Erdogan a méprisé une femme. À mon avis, ce n'est pas le cas. Le président Erdogan, dans ma compréhension à moi, voulait simplement dire à l'Union européenne que je voudrais discuter avec un chef d'État et que l'Union européenne à tête bicéphale ne me convient pas. Alors, le protocole turc a préparé 2 chaises de manière à ce qu'il ait un seul interlocuteur avec lequel il puisse discuter et non pas une Union européenne à double tête. J'avoue, hein, Monsieur Benatala, que pour ce coup-là, j'ai eu tendance, par solidarité féminine, à soutenir Ursula von der Leyen, parce que c'est vrai, c'est une femme et ça a été expliqué ainsi dans les médias ici, chez nous, en Europe, les médias occidentaux, en tout cas dans les langues que je comprends ou je comprends plus ou moins, comme le français, l'espagnol, l'anglais, on a plus focalisé sur la misogynie, le machisme, plutôt que le problème que vous avez évoqué à l'instant et qui a été repris aussi par les médias en Europe, celui d'avoir affaire à un seul
à une seule tête, mais il se trouve que l'Union européenne, c'est comme ça. Il y a un président du Conseil de l'Union européenne qui est en ce moment le Belge Charles Michel. Il y a von der Leyen qui est la présidente de la Commission européenne pour que les abonnés de notre plateforme comprennent. La Commission européenne ou la chef de la Commission européenne, c'est une sorte de première ministre. Hein. La Commission, c'est comme le gouvernement, c'est l'exécutif. Et puis nous avons un autre chef qui est le président du Parlement européen. C'est comme ça, c'est une institution encore en formation. De toute façon, l'Union européenne, elle ne sera peut-être ni ce siècle, ni le siècle prochain complètement accomplie. Ce que j'ai envie de vous dire, Monsieur Ben Atala, vous avez évoqué le journaliste suisse hein, qui posait une question le plus normalement du monde à monsieur Joseph Borrell. Il y a beaucoup de mes confrères ici qui disent qu'il n'est peut-être toujours pas rentré vraiment dans la fonction européenne. Hein. Il faut dire qu'il est espagnol et qu'il avait d'autres fonctions en Espagne, surtout quand il a réagi par rapport à l'Algérie aussi, et le problème gazier, etc. Et ce pacte, ou je ne sais pas comment on appelait ça, de coopération et d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne. Là aussi, il a réagi au quart de tour et pas comme il se doit, comme dans son rôle. On a dit qu'il était quelque chose comme le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, le ministre de Défense et de Sécurité aussi. Si je vous dis l'heure qu'il est maintenant, vous allez me dire, ça passe vite. On profite et sachez que cette plateforme est une plateforme qui est destinée aux francophones libres. Vous évoquiez encore une fois un confrère suisse, nous avions des Suisses, des Belges, des Français, des Canadiens, des Algériens, des Tunisiens, des Libanais, des Ivoiriens, des Congolais, des deux Congos, etc. C'est une plateforme pour les francophones libres. Ce que je vous propose, parce qu'on est un peu spontané aussi dans cette plateforme, si vous êtes d'accord, on fait une petite pause et puis on va faire une dernière, et ce sera la vraie dernière partie dans un instant. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Bien, écoutez, j'aimerais, avant de faire une pause, enchaîner tout de suite sur ce sujet. Et la dernière décision de l'Union européenne d'accorder 1,5 milliard à l'Ukraine, ça me semble un élément excessivement important qui me font penser, qui m'inciterait à faire 2 ou 3 considérations. Avec une annonce pareille, il me semble que l'Union européenne lance un message extrêmement négatif. C'est comme si elle se transformait en machine de guerre, alors que, à mon avis, ce n'était pas l'objectif originel de l'Union européenne et de son ancêtre, la CE. C'était la construction d'une Europe et autant que possible d'un pilier européen de défense. Là, visiblement, depuis quelque temps, elle se transforme en machine de guerre et je crains qu'elle ne le fasse par procuration pour le compte des États-Unis. En deuxième lieu, c'est un message très négatif pour les pays partenaires. Alors, d'abord pour ceux qui sont dans le train d'une possible adhésion, alors à ces pays-là qui sont soumis à des conditionnalités très fortes pour pouvoir intégrer à la fois le marché unique et pour intégrer l'Union européenne, donc un alignement total, y compris sur les valeurs. Or, voilà que l'Union européenne accorde une ligne de crédit phénoménale à un pays qui n'est pas en ligne avec les valeurs européennes, notamment en matière de corruption. Alors, je présume que cela va faire le bonheur d'oligarques ukrainiens. Et n'oublions pas que le président ukrainien
Monsieur l'ambassadeur, pardonnez-moi, vous êtes en train d'évoquer la décision qui a été prise lors de ce dernier conseil, sommet européen qui a eu lieu à Bruxelles et à l'issue duquel l'Union européenne a décidé d'octroyer 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine. C'est bien cela? C'est bien cela, et 18 milliards, c'est exactement, vous faites bien de le préciser, mais je pense que ceux qui nous écoutent sont aussi bien informés que vous et moi, qu'ils ont suivi l'actualité, qu'ils ont été abasourdis autant que moi par cette décision européenne. Alors, je disais que c'est un message négatif, non seulement pour les pays qui sont dans le train de l'adhésion, mais un message encore plus négatif pour les pays partenaires, notamment africains, qui livrent des négociations extrêmement difficiles pour avoir 1 euro de plus en échange des préférences commerciales qu'ils accordent à l'Union européenne. Évidemment, un message négatif en direction des pays au sud de la Méditerranée, comme Tunisie, Maroc, Égypte, Algérie. C'est un message extrêmement négatif. Alors, pour avoir négocié comme ambassadeur à Bruxelles ce qu'on appelle les programmes indicatifs nationaux, c'est-à-dire tout le programme de coopération sur 2 ans avec chaque pays, eh bien, la négociation de ces programmes nous prenait une année, minimum une année, avec une chorégraphie d'experts qui descendaient à Alger, des rapports qui n'en finissaient pas, des consultations entre les pays membres qui n'en finissaient pas, des consultations avec EuropeAid qui a aussi son mot à dire, puisqu'il est un petit peu en quelque sorte le financier de l'organisation qui a aussi son mot à dire, les différents services de la Commission qui ont aussi leur mot à dire. Alors, et on devait négocier tout ce beau monde pour avoir quelques euros de plus. Enfin, quelques euros de plus. Vous avez compris mon message. Et lorsque j'ai écouté cette information, eh bien, j'ai consulté un programme de voisinage d'un pays comme la Tunisie, pour avoir simplement une référence sur ce que représente ces 1,5 milliard à partir de 2023. Eh bien, si vous prenez, je l'ai sous les yeux, le programme voisinage pour la Tunisie décidé par le Conseil de l'Europe, donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre. Aucune idée, mais je ne serais pas étonnée. Oui, il est de 15 millions d'euros de 2022 à 2025. Et sur les 15 millions d'euros, il n'y a que 3,1 millions qui sont disponibles. Si vous divisez ces 1 million, calcul d'écolier, 3,1 millions déjà disponibles pour la Tunisie, que vous les divisez par la période 2022-25, eh bien cela donne, je crois, à peu près 10 000 euros mois. 10 000 euros mois, c'est, me semble-t-il, le salaire d'un fonctionnaire à la Commission européenne. Et, attendez voir, ce n'est pas une facilité budgétaire comme celle qui est accordée à l'Ukraine, c'est-à-dire de l'argent frais qui est versé au budget de l'Ukraine. Et je souhaite bon courage à la Commission européenne pour pouvoir tracer les fonds qui seront versés. À la Tunisie, l'essentiel de ces financements sont des prêts. Non, pas des prêts. Les prêts, c'est pour l'Ukraine, et l'Ukraine va être endettée, malheureusement, en perpétuité. J'espère que les autorités ukrainiennes le savent, que c'est un endettement à perpétuité, qu'une Ukraine détruite, démolie, dévastée, défigurée, aura bien du mal à se remettre et à rembourser les prêts. Les pays membres de l'Union, les pays membres ont été invités à trouver un mécanisme approprié pour financer ce montant. Et alors, qui va payer au sein de l'Union européenne? Qui va payer? C'est le pompier, l'infirmière, l'agent de commerce, le chauffeur de taxi, qui vont être ponctionnés afin que cet argent file dans les circuits occultes de l'Ukraine.
malheureusement, telle est la réalité. Et si je vous le dis, c'est que j'ai lu aussi le rapport d'un, d'un- du premier représentant du SHAPE en Ukraine. Non, ce n'est pas son rapport, c'est une conférence qu'il a faite sur le niveau. Il décrivait à quel point l'administration et l'armée américaine et l'armée ukrainienne étaient déglinguées, complètement démandibulées, opaques, et il exprimait des doutes avant de se reprendre par la suite. Ça remonte à quelques années, bien entendu. Les choses n'ont pas beaucoup évolué. Alors, il se désespérait de voir que l'investissement que l'OTAN en particulier faisait en Ukraine n'avait pas de résultat. Je ne rentrerai pas dans les détails qu'il avait émis, mais cela ne remonte pas assez loin et cela est toujours d'actualité. Alors, est-ce que l'Union européenne, sur simple présentation d'un simple devis, et ce qui est encore plus ahurissant, c'est l'évaluation approximative de l'État ukrainien qui a dit 3 ou 4 milliards pour faire fonctionner l'État. Il y a un gap d'1 milliard, ce n'est pas un gap de 1000 euros, c'est un gap d'1 milliard. Et l'Union européenne, ou la Commission dans son grande mansuétude et générosité, n'a pas fait de remarques à ce sujet. Alors, c'est 3 milliards ou 4 milliards. Donnez-nous en plus de précision, et c'est destiné, et ces 3 ou 4 milliards, 18 milliards par la suite, iront où? Iront faire quoi? Pour un montant infiniment moindre, croyez-moi qu'un pays au sud de la Méditerranée aurait tiré la langue pour se voir offrir un euro de plus. Et j'en sais quelque chose pour avoir négocié des montants avec Europed qui, d'une manière unilatérale, décidait la suppression de subventions. À l'époque, à ce moment-là, il y a une part subvention, il y a des parts de crédit. Donc voilà, alors, cette générosité bien intentionnée vis-à-vis de l'Ukraine, eh bien, face à cela, je suis un peu sidéré, parce que connaissant l'usine à gaz qu'est l'Union européenne, qu'est la Commission européenne, et pour pouvoir lui arracher 1 euro, je me suis dit, bon, alors, la Commission européenne a fait beaucoup de progrès, qu'elle a dû faire sauter beaucoup de verrous de procédure pour parer à une situation d'urgence, qui n'est pas une situation assez urgente. Mais alors, si l'Ukraine s'est engagée dans un conflit, je présume qu'elle avait quelques euros de côté pour pouvoir mener une guerre et pouvoir entrer dans une logique d'escalade comme c'est le cas à présent. Alors, c'est un message extrêmement négatif. Et ma conclusion est, à l'allure où ça va, à l'allure où va ce train de l'Union européenne, il va y avoir de grandes difficultés à négocier avec les pays partenaires de la Méditerranée. De grandes difficultés. La coopération et le dialogue vont être hautement problématiques, et je ne pense pas que la Commission européenne puisse faire avaler un éléphant à un bois. Cette fois-ci, je pense, ça ne passera pas dans cette stratégie complètement erronée, négative, tout en étant, et je reste prudent, négative vis-à-vis de ses partenaires du Sud. Alors, quand je parlais de la Tunisie, vous voyez, le plan voisinage Tunisie, c'est 90 pages. Donc ces 90 pages valent plus que les 10 000 euros mois qui sont en expertise, qui sont consacrés à la Tunisie. Alors, c'est beaucoup de bonnes intentions dans ce document. J'en ai beaucoup lu au cours de mon parcours, et pour
pour un return qui est tout à fait négatif et en même temps, dans ce plan voisinage Tunisie, que je dirais de 10 000 € mois, eh bien, les objectifs pour soutenir la Tunisie dans son phase de transition, eh bien, ces objectifs sont très nobles, mais on est loin du compte. Oui, mais écoutez, monsieur Benatala, on va arrêter cette troisième partie avec ce coup de gueule, en espérant que la prochaine partie est la toute dernière, je promets, et j'espère que vous promettez aussi de votre part que ce sera la toute dernière, la quatrième. On finira par un coup de cœur. On va voir tout à l'heure au courant de l'enregistrement de la dernière partie. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très vite. Merci. Au revoir.